Et donc, je disais que Clapster NSL, c'est un réseau donc, de santé, nutrition et longévité qui fédère 350 membres qui payent une adhésion annuelle pour avoir accès à des projets et des événements, dont celui qu'on va proposer aujourd'hui, qui est dédié au financement à impact. Je vous enverrai également l'URL vers notre agenda pour que vous puissiez justement voir les prochains événements de Clubster NSL. Aujourd'hui, on a 2 animateurs pour ce webinaire. On a Pierrick Thiré, donc qui travaille à la Caisse d'épargne Hauts-de-France, qui est directeur du Centre d'affaires santé et le partenaire de Clubster NSL. Donc tous nos événements voilà, ou ateliers dédiés au financement, on les fait avec Pierrick et on est très content d'ailleurs de ce partenariat. Et aujourd'hui, notre guest star, c'est Benjamin, donc, qui est cofondateur et directeur général de la plateforme de crowdfunding SoWeFund, qui a vraiment une ADN en financement impact, donc il nous en parlera pendant ce webinaire. Donc, comme je disais, ce webinaire se veut interactif. Vous pouvez poser des questions à tout moment et prendre la parole. Je vais de ce pas partager mon écran et laisser la parole à nos intervenants. Donc, voilà. Pierrick, à toi la parole. Merci. Bonjour à tous. Pour entrer dans le vif du sujet, en fait, là, j'ai pris volontairement 2 exemples. Il y en a des tonnes dans les financements. Je n'ai pas la prétention de vous dire que ceux que je vais vous présenter sont les meilleurs, absolument pas. Mais ça permet de vous donner deux idées différentes de ce qui se fait aujourd'hui et de nous permettre d'interagir. Je veux juste vous dire que historiquement, en fait, quand on décidait d'accorder un crédit à un emprunteur, on regardait en fait uniquement des sujets qui étaient purement financiers. Des sujets purement financiers avec des ratios dans tous les sens. Alors pour les très grands groupes, on avait même des conditions financières, des conditions de crédit, en fait, des marges, des taux qui pouvaient varier en fonction d'atteinte de performances financières et financières uniquement. Je dirais que depuis un certain nombre d'années, et ça s'est fortement accéléré depuis peu de temps. Alors, je ne fais pas coïncider ça avec les 2 ans qu'on vient de passer, mais ça y a contribué aussi. En fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus prêter comme avant. Alors, ce n'est pas une chanson, hein, c'est pas voilà, une ritournelle que je vous donne. Et donc, en fait, il y a des attentes qui sont vraiment différentes de la société. Et les emprunteurs, les entreprises sont bien évidemment partie intégrante de ces attentes-là. Et l'idée est qu'aujourd'hui, il fallait donner du sens au crédit. Et donc, on passe de critères financiers à des critères extra-financiers qui peuvent être environnementaux, sociétaux, ou alors même, on peut essayer d'associer, en fait, le crowdfunding en est un exemple, hein, sur un projet responsable, associer des collaborateurs au financement ou l'environnement direct de l'entreprise en financement. Marianne, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Voilà, donc je vais vous prendre 2 exemples. Encore une fois, il y en a énormément sur le marché. Je vais prendre un premier exemple qui est Kiwai, qui est une plateforme qui existe et avec laquelle nous travaillons, mais d'autres établissements travaillent. Et puis, je voudrais raconter un petit peu l'histoire du prêt impact qu'on a créé à la Caisse d'épargne. Donc, Kiwai, en fait, c'est une plateforme de financement participatif. Juste pour vous donner un exemple, une entreprise souhaite développer un projet ENR, enfin éolien par exemple, ou solaire sur l'entreprise, pour les besoins propres de l'entreprise. Eh bien, la structure va faire appel via un crowdfunding, soit à un panel ouvert, mais très généralement, en fait, à un environnement direct dans l'entreprise, qui peuvent être ses clients, qui peuvent être comment dirais-je, ses salariés ou l'environnement même, à savoir si l'entreprise ou des bureaux se trouvent dans un environnement urbain habité, ça peut être les citoyens qui sont autour. L'avantage de ce... Marianne, tu nous fais quoi? Marianne, on est passé sur toute autre chose que les slides. Ah bon? Ouais. Ah bah oui, on a toutes les photos de tout le monde, enfin toutes les vidéos de tout le monde. Alors attendez, c'est un petit bug de ma part. Alors que je n'ai touché à rien. Est-ce que c'est bon? Oui, ça y est, c'est Ouais, c'est revenu. bon. Super. Génial. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça va être considéré comme un investissement
par des citoyens, entre guillemets, pour un projet éco-responsable et pour assurer la garantie de ce placement, eh bien, des établissements, là pour le coup, Kiwai, comment nous on travaille avec eux, en fait, la Caisse d'épargne va garantir l'investissement et la rémunération de l'investissement. Et donc, on associe à la fois, vous le voyez, un élément qui est ENR, donc éco-responsable, mais aussi une rentabilité. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est que il faut vraiment aujourd'hui arrêter d'opposer ce qui est socialement, écologiquement responsable et ce qui ne serait pas éventuellement rentable. On peut très bien associer une rentabilité, un placement, avec un projet ENR. Voilà sur le sujet Kiwai. Pour répondre à Guillaume, que j'ai vu passer, alors, non, Guillaume, on n'est pas uniquement passé sur des sujets, sur des critères extra-financiers, mais les critères extra-financiers interviennent. Et un critère extra-financier, par exemple, dans l'analyse du crédit, si nous considérons que la structure emprunteuse n'est pas vertueuse, ça peut être un élément qui est rédhibitoire et qui peut faire que nous ne fassions pas le crédit. Tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Marianne. Le deuxième exemple que je voulais vous prendre, c'est un exemple beaucoup plus classique. C'est un crédit, un prêt. Moi, banque, je vais prêter. Donc, c'est quoi un prêt impact aujourd'hui, tel que nous le faisons, mais d'autres établissements le font aussi, hein. En fait, c'est un taux d'intérêt dont un crédit, pardon, dont le taux d'intérêt est indexé à une performance extra-financière. C'est-à-dire qu'on va choisir, on a choisi 8 thématiques qui sont sociales et environnementales, parce que bien évidemment, il faut cibler ces thématiques-là. Et puis, si le client emprunteur atteint un des objectifs, il faut que l'objectif, il soit en plus incitateur pour l'emprunteur. C'est-à-dire que si, par exemple, on a un critère qui est légal, bien évidemment, le critère que l'on va mettre dans le crédit, par exemple, un accès PMR ou des choses comme ça dans une entreprise, il faut que le critère que l'on va mettre dans le crédit soit contraignant pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dialogue entre l'entreprise et nous et que l'entreprise se serve de ce critère-là pour en faire vraiment un sujet à atteindre. Pour des raisons de simplicité, on ne prend généralement que 1 ou 2 critères, puisque si on prend plus de critères, ça devient très compliqué. Et la question qui va se poser, c'est si j'ai 2 critères atteints et un critère qui n'est pas atteint, qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, voilà. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si le critère est atteint, eh bien, la banque va rétrocéder à l'emprunteur une partie des intérêts payés, une petite partie, mais une partie des intérêts payés, et l'emprunteur, il y a une bonification de taux donc qui va se faire, et l'emprunteur aura le choix, soit de le conserver, c'est pas l'objectif très honnêtement, soit de le reverser à une association, un panel d'associations qu'on a choisi. Tu avances, Marianne? Donc là, par exemple, j'ai pris un. Alors, aujourd'hui, ce produit, nous l'avons lancé il y a 1 an sur l'immobilier parce qu'on avait des critères qui étaient des critères légaux assez simples à contrôler. On a évolué en fin d'année dernière sur l'économie sociale et le secteur public et on va le lancer et on le lance pour l'entreprise là à la fin du semestre. Et donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai pris un exemple de performance, eh bien, les performances environnementales ou sociales. On parle de performance énergétique et rejet à gaz à effet de serre, conduite bio-responsable des opérations, mobilité décarbonée. Et donc, là-dedans, on va choisir un critère que l'entreprise devra respecter, et puis des critères de performance sociale. J'ai mis l'inclusion, le vieillissement, la santé, le handicap, la mixité urbaine, mais on peut parler bien évidemment d'échelle des rémunérations et d'égalité des rémunérations hommes-femmes. Il faut que ce soit bien évidemment des critères qui soient comme les critères financiers, quantifiables, atteignables et quantifiables, puisqu'on va demander au commissaire aux comptes de nous valider que ce critère a bien été respecté. Ariane ? Donc là, je vous ai pris un exemple, j'ai l'autorisation d'en parler, c'est un des premiers qu'on a lancé. Les éléments de montant, de taux et de maturité sont fictifs. Par contre, l'opération a bien eu lieu. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a prêté 10 millions à une boîte qui s'appelle SIGH, que vous connaissez probablement, qui est sur le logement social. Et donc, il y a des critères, en fait, c'est 10% des logements livrés durant l'année à labelliser sur une norme. Si ce niveau est dépassé, à ce moment-là, on a une bonification de 0,10 et la société, l'emprunteur, a décidé, dès la mise en place de son crédit, d'associer une association, donc là, c'est la Fondation Abbé Pierre, donc une association, et tous les ans, au moment où si le critère est respecté, on reverse en euros la contrepartie du montant du capital qui reste en cours,
multiplié par les 0,10 et on reverse cette somme à l'association. Alors nous, en Hauts-de-France, ça c'est une association. Quand on a monté cela, en fait, on avait des associations nationales et on s'est dit, en fait, bah, on n'est pas green dans notre démarche, puisque le socialement responsable, il est aussi en proximité, en circuit court. Et donc, on est allé chercher 4 associations du territoire des Hauts-de-France, qu'on a voulu assez large, dans la recherche, dans l'inclusion et dans l'environnement. Je vais vous citer les 4 associations. On a pris la Sauvegarde du Nord, que vous connaissez. On a pris l'Institut Pasteur, que vous connaissez encore mieux. L'Institut Pasteur de Lille, pardon. On a pris l'Institut Fairface à Amiens, qui travaille sur la recherche dans la chirurgie et la reconstruction faciale, parce que c'est à la fois de l'inclusion et du chirurgical. Et on a pris le Conservatoire des espaces naturels à Amiens également. Voilà, 4 associations qui font partie aujourd'hui du panel. Donc, si vous voulez, cet exemple-là, en fait, il est, encore une fois, il en existe plein. On peut, mais c'est pour vous dire que vraiment, aujourd'hui, c'est une préoccupation et que, effectivement, vous pouvez me dire, bah ouais, mais c'est un effet de communication au moment où on signe le contrat. Bah, et encore une fois, c'est comme leur rentabilité. Et alors, moi, je peux vous dire que les 4 associations qu'on a mis dans la boucle, elles sont ravies si on communique sur l'opération, puisque ça génère pour elles éventuellement un peu de communication et des dons additionnels. Voilà, ce que je voulais vous dire encore une fois, ce sont 2 exemples. Je n'ai pas la prétention d'avoir été exhaustif sur comment dirais-je, les solutions qui existent en termes de financement bancaire ou associés à des financements bancaires pour répondre aux besoins des entreprises, mais ça fait partie des choses et qui vont probablement encore évoluer beaucoup plus rapidement dans les années à venir, y compris d'ailleurs les démarches de certification d'un certain nombre de structures. Pour vous donner un exemple, nous sommes, nous, Caisse d'épargne, en cours de certification Bicorp, ce qui veut dire qu'on va à nous-mêmes s'appliquer un certain nombre de contraintes, puisque je vais l'appeler contraintes, mais contraintes vertueuses que nous proposons à nos clients de mettre dans leur crédit. Voilà. Merci voilà, Marianne. Eric. Mais je t'en prie. Merci pour ton intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous pouvez même les poser à voix haute. Et... Alors, est-ce valable pour toutes les caisses d'épargne en France? Oui. Oui. Alors après, il y a des critères plus ou moins, il y a des associations nationales ou locales. Oui, toutes les caisses d'épargne l'ont fait. Mais encore une fois, beaucoup de banques le font. Hein. Je ne voudrais pas m'arrêter uniquement sur les caisses d'épargne. Et puis, oui, effectivement, l'égalité homme-femme, oui, effectivement, Guillaume, celle-ci, elle est inscrite dans la loi. Mais on peut, dans ces critères-là, aller au-dessus. Si on, je sais pas, moi, enfin, voilà, il faudrait qu'on réfléchisse ensemble, mais on peut aller au-dessus. Encore une fois, il faut vraiment que les critères que l'on prend ensemble soient à la fois incontestables, partagés par tous, exigeants, parce que sinon, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas du greenwashing qu'on propose. Il faut que ce soit exigeant et qu'en interne, il faut vraiment. Enfin, moi, ce que je propose, c'est que l'emprunteur en interne en fasse aussi un outil de communication vis-à-vis de ses salariés pour dire voilà ce à quoi je suis contraint. Sachez qu'ensemble, on peut respecter ce contrat. Et si on respecte ce contrat, alors, dans le cas là, du produit que j'ai présenté, eh bien, alors, nous aurons la capacité de reverser quelque chose à une association. Je vais maintenant... à Benjamin. Voilà, je vais passer la main à Benjamin qui va nous présenter sa solution de fonds d'investissement, la plateforme SoWeFund. Bonjour à tous. Alors, je me présente, donc je suis un des cofondateurs de SoWeFund. SoWeFund, c'est une plateforme d'investissement participatif. Pour ceux qui ne connaissent pas l'investissement participatif, l'idée, c'est que notre métier, c'est d'identifier et de sourcer, tu peux passer à la slide d'après, hein, d'identifier et de sourcer les meilleures startups possibles et de les présenter à une communauté d'investissement, une communauté d'investisseurs qui aujourd'hui, chez SoWeFund, est composée de 90 000 membres. On va y revenir. Mais concrètement, où est-ce qu'on intervient dans la chaîne du financement? J'aime bien présenter cette chaîne du financement pour savoir où est-ce qu'on se positionne, où est-ce que les acteurs du financement se positionnent, puisqu'on ne parle pas que de SoWeFund aujourd'hui, on parle vraiment du financement des entreprises et principalement Impact. Vous connaissez tous cette chaîne, ou si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à vous y référer. C'est grosso modo, si vous êtes un entrepreneur, le parcours que vous allez un petit peu parcourir, en tout cas le chemin que vous allez parcourir si vous vous développez rapidement et que vous croissez rapidement. Donc, au tout début, vous allez faire appel à votre entourage. Si je reprends un petit peu même le concept de pourquoi nous, on existe, c'est parce que, a fortiori, et là, ce n'est pas un tacle que je
que je mets à Pierrick, c'est que les banques font pas leur travail puisqu'elles ne peuvent pas financer l'innovation. Quand j'entends l'innovation, c'est évidemment, je vais faire exprès de grossir le trait, mais grosso modo, à partir du moment où la personne que vous avez en face de vous chez le banquier ne connaît pas votre métier, votre écosystème, l'innovation que vous êtes en train de mettre en place, par définition, on va parler de quelque chose de risqué. Et si je fais exprès de prendre l'exemple de la boulangerie, bah, je sais qu'il y a une zone de chalandise, que ça fait X milliers d'euros de chiffre d'affaires avec X personnes. L'entreprise qui va créer quelque chose de tout nouveau, avec une vraie innovation de rupture, eh bien, on n'a pas de comparable. Et donc, c'est un grand risque pour le banquier qui, de ce fait, n'a pas trop envie de vous prêter d'argent. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de systèmes qui ont été mis en place, un écosystème extrêmement robuste en France et de mieux en mieux maillés, qui vont être, avant tout, vous allez aller voir votre famille, vos amis, excusez-moi, vos amis, votre famille. Ensuite, vous allez avoir les acteurs de l'écosystème à l'amorçage qui vont vous donner de l'argent, qui vont être soit des concours à l'innovation, et ça, je pense que vous êtes bien accompagné par votre cluster pour pouvoir être mis en relation, toutes les aides que vous pouvez avoir, régionales, nationales, et les différents prêts d'honneur auxquels vous pouvez prétendre. Et puis, à un moment donné, une fois que vous avez vraiment réussi à récupérer tout cet argent potentiellement, ça peut représenter des montants vraiment très significatifs. Plus vous êtes innovant, on parle en centaines de milliers d'euros par des subventions, des prêts d'honneur, des prêts à l'innovation. Et bien là, vous allez devoir, si vous êtes une société innovante et que vous avez des problématiques de financement, trouver du financement à risque. C'est pour ça qu'on est dans la chaîne du capital risque, dans le monde du capital risque, du private equity. Vous allez devoir trouver des financiers qui vont vous investir ou prêter dans des situations plus complexes. Et c'est là qu'interviennent en premier lieu les business angels, historiquement en tout cas les business angels dans les années 90, qui vont être des investisseurs privés, vous et moi, mais plutôt des personnes fortunées qui vont investir dans des projets très risqués. Après ces business angels, vous avez les venture capitalistes. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire du venture capitalisme, mais vous avez ces venture capitalistes qui interviennent sur des montants beaucoup plus importants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, il n'y avait que ces acteurs-là qui pouvaient financer des entreprises non cotées. Et c'est comme ça qu'est né, avec l'apparition du peer-to-peer, du digital, c'est comme ça que sont nées les plateformes de financement participatif, où le concept est très simple, c'est de permettre à tout à chacun d'investir ou de prêter ou de financer d'une manière ou d'une autre par du don ou du prêt, de la prévente, des entreprises et des projets à partir de plus faibles montants. Donc, on pourra y revenir et je serai ravi d'échanger avec vous sur cette chaîne s'il y a des questions. Marianne, je veux bien qu'on passe à la slide suivante si tu veux bien. Donc, si je reviens à SoWeFund en quelques chiffres, parce qu'on aime bien parler chiffres quand même dans la finance, c'est 90 000 membres, c'est plus de 2500 startups qui sont analysées. Donc, on a vraiment un processus, c'est simple, on reçoit environ un petit millier de dossiers par an et on va en analyser là-dessus, on va en choisir entre 2 et 3%. Et notre taux de succès, c'est 76% de réussite depuis le début et en tenant compte de la période de Covid qui a été très difficile pour les plateformes de financement participatif. De manière générale, on a financé environ 60 startups pour un peu plus de 60 millions d'euros. Et le montant moyen qui est investi, parce qu'il y a deux manières d'investir aujourd'hui sur notre plateforme et dans l'investissement en capital, c'est d'un côté, vous pouvez investir en direct dans l'entreprise avec des montants significatifs, et de l'autre côté, et la plupart du temps, vous allez investir au travers d'une holding qui va rassembler l'ensemble des petits porteurs. Donc, l'idée, et je rappelle ce que fait SoWeFund, c'est qu'on permet à des investisseurs particuliers ou professionnels d'investir au capital de jeunes entreprises innovantes. Et cela avec et aux côtés d'investisseurs professionnels généralement, et cela dans les mêmes conditions d'investissement. Et notre grosse levée qui a été faite sur un acteur, la plus grosse levée dans une holding, une seule et même holding, a été un montant d'1 247 000 euros qui a été réalisé pour le projet Équateur, qui est un acteur de la distribution d'énergie verte et qui est le quatrième aujourd'hui. Et ses concurrents sont rien d'autre que EDF, Engie, Total.
Donc, ce n'est pas un petit marché auquel ils se sont attaqués. Et du coup, cette campagne, elle a eu lieu d'ailleurs à plusieurs reprises. Donc, on a pas mal de sous qui ont été mis dedans. Et c'est des campagnes où vous allez rassembler plusieurs centaines, plusieurs milliers d'investisseurs. Donc, c'est ça que permet le financement participatif. Je peux bien passer à la slide d'après, s'il te plaît. Quand on parle de SoWeFund, on est obligé de parler un petit peu aussi de notre track record. Donc, sur ces 60 boîtes, voici un petit peu les boîtes qui ont été financées. Il y en a pas mal d'autres depuis cette slide. Mais grosso modo, vous avez des jolies boîtes que vous pouvez connaître justement comme Équateur, comme l'Uni, qui est là une fameuse fabrique à histoire si vous avez des enfants. C'est difficile d'y échapper aujourd'hui. C'est le premier jouet vendu en France au moment, par exemple, du Black Friday ou à Noël, dès qu'il s'agit de parler de petite enfance là-dessus. Donc, c'est des histoires qui sont… c'est une fabrique à histoire avec un super modèle qui est celui de l'App Store derrière. Il faut racheter des histoires sans cesse pour vos enfants et c'est assez addictif pour vos enfants. Et puis après, vous avez un certain nombre d'acteurs. On est une plateforme généraliste, donc on va autant financer des dossiers, on est dans le cluster santé, des dossiers aussi qui ont trait à la santé que des dossiers qui sont dans l'environnement, l'énergie et un certain nombre de services plus tech et même l'agritech, on aime beaucoup. Donc voilà un petit peu notre track record. On va surtout avoir des projets qui vont avoir aussi différents stades de maturité. Ça va aller du pré-seed jusqu'à la série B. On va pouvoir intervenir vraiment sur des montants ou des besoins de financement. On n'intervient pas avant 300 000 € ou alors au travers d'une autre offre. Mais grosso modo, c'est des besoins de financement à partir de 300 000 € et après jusqu'à plusieurs millions d'euros. Et on va intervenir soit en lead, soit en co-investissement. Et une tendance de fond, vous l'avez peut-être vu avec des montants et des grosses opérations comme Conto récemment, qui a fait appel à du financement participatif. Il y a de plus en plus de sociétés matures qui font appel au financement participatif pour justement animer leur communauté, pour pouvoir avoir des ambassadeurs dans leur entreprise. Le financement participatif, ce n'est pas que de l'argent. Pour ces boîtes-là, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment de l'argent puisqu'ils n'en ont pas besoin. Conto avait levé 400 millions. Donc, ce n'est pas les 5 millions de plus qu'ils vont récupérer qui vont changer la donne. Par contre, c'est les 2000 investisseurs qu'il va y avoir autour de la table maintenant dans une holding qui seront des ambassadeurs et qui sont tous leurs clients et qui vont faire de la rétention client. Ils ne vont pas partir chez quelqu'un d'autre tout simplement parce qu'ils ont investi dans une boîte dans laquelle ils croient. Il y a plein de raisons pour lesquelles faire appel au financement participatif. Et pour les boîtes matures, j'ai même envie de vous répondre, c'est un excellent moyen d'avoir du flottant, c'est-à-dire de se préparer à une introduction en bourse. Et ça, on le voit de plus en plus, ça permet d'avoir un flottant qui est obligatoire au moment d'une introduction en bourse. Donc, tout ça pour rappeler qu'on investit à partir de faibles montants, de stades de pré-seed, 300 000, 500 000, 1 million, jusqu'à des compléments de financement sur des opérations beaucoup plus importantes où on va venir en complément de financement avec 1 ou 2 millions lorsque la levée, elle en fait 20. Je veux bien la slide d'après, s'il te plaît. Au niveau du sourcing, je vous disais, on ne travaille pas seul, on s'appuie évidemment sur l'écosystème qui est important. On travaille avec tous ces acteurs et pas que ceux-ci. On fait beaucoup de co-investissements avec les professionnels du financement, de plus en plus avec les fonds d'investissement, mais toujours autant avec les business angels. Et donc voilà un rapide aperçu des acteurs avec qui on a pu déjà co-investir. Ensuite, je veux bien qu'on passe à la slide après. Désolé pour les slides en anglais, je n'ai pas retrouvé ma presse en français. Et du coup, le sujet qui nous importe aussi pas mal aujourd'hui, c'est le côté projet à impact. Alors moi, j'aimerais en introduction souligner le fait qu'aujourd'hui, investir dans une startup, et c'était un peu déjà le préambule, c'est déjà faire acte, on va dire, c'est un investissement alternatif et c'est un investissement très risqué. Très, très risqué parce que généralement, et on n'aime pas faire de généralité, mais disons que l'objectif du capital risque, c'est quand vous investissez dans 10 startups, il y en a environ 3-4 qui vont se casser la figure dans les 5 ans, mais vraiment se casser la figure, fini, terminado. 3-4 qui vont vivoter, et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez réussir à en sortir. Et c'est pas toujours donc le capital n'est vraiment pas garanti, et potentiellement 2 qui vont faire la culbute pour l'ensemble de vos investissements. Donc par là, j'entends que c'est quelque chose de vraiment risqué et que investir dans une startup,
c'est déjà faire preuve de quelque chose de responsabilité vis-à-vis de l'économie. Et donc, on a toujours mis en avant le fait qu'investir dans une startup, c'était déjà responsable d'une certaine manière en tant qu'investisseur, puisque c'est faire avoir une prise de risque. Et ce n'est pas pour rien que les premiers investisseurs dans les startups étaient des chefs d'entreprise qui avaient eux-mêmes vécu ces difficultés à lever des financements. C'est comme ça que ça a un peu été créé et qu'on fait appel à leur pairs pour pouvoir réinvestir dans les boîtes. Et que maintenant, ça se démocratise, c'est une bonne chose. Et ça se démocratise tellement que maintenant, il y a des plateformes comme la nôtre. Maintenant, sur la partie impact investing, on est quand même une équipe, donc chez SoWeFund, une équipe jeune. Dans notre ADN, depuis toujours, on veut financer des projets qui ont du sens, qui apportent un sens. Et on a développé en fin 2017, début 2018, un label, donc avant que ça devienne un peu la mode, et on est ravis que ça devienne un peu la mode, qui était un label dédié, à SoWeFund de projets à impact, afin de mieux flaguer, donc de permettre d'identifier et de permettre à notre communauté d'identifier les projets qui ont le plus fort impact sociétal chez nous en financement. Et on a un deuxième label qui, lui, a été mis en place avec le ministère de la Transition écologique, qui nous permet d'être plateforme labellisatrice des projets de croissance verte. Donc, c'est pareil, c'est un autre label avec d'autres critères d'éligibilité dans lesquels on peut rentrer si vous voulez qu'on échange par la suite, mais qui nous oblige à vérifier un certain nombre de choses pendant la due diligence et pendant l'analyse du dossier, et qui nous permet de le délivrer au moment où on a fait cette due diligence. Donc, la partie… donc, pourquoi on a créé ce label Impact? C'est justement pour mieux flaguer tout ça. Et quelle est un petit peu notre démarche? C'est qu'on voulait aussi se différencier de tous ces modèles de financement de responsables. Il y a quand même des choses qui sont différentes. Il y a, on va dire, il y a la démarche philanthropique qui est souvent assimilée au don, où on apporte des activités sans retour sur investissement particulier. Eric l'avait bien défini au début de sa présentation. Il y a la démarche ISR, qui est une démarche qui a été essentiellement optée pour des placements sur les marchés cotés, donc qui valorise les bonnes pratiques, les pratiques écologiques, humaines, de gouvernance, qui sont menées au sein des entreprises, et sans que l'activité soit profondément durable pour autant. Et puis l'impact investing, la manière dont, là où on s'insère, nous, ça se démarque par un positionnement qui est alternatif et qui entend maintenant, et ça c'était novateur à l'époque des projets Impact, qui entend financer des activités répondant à une problématique environnementale et sociétale majeure, tout en proposant un modèle ROI, donc rentable, pérenne et avec une ambition de forte croissance. Donc l'idée, c'est que nous, notre thèse d'investissement, ou l'investisseur, de manière générale, quand il va investir dans un projet, c'est non seulement il doit investir dans un projet qui a du sens, mais dans notre analyse, nos analystes vérifient en premier lieu aussi les critères de potentiel de rentabilité. Donc, en fait, c'est des doubles critères. C'est que maintenant, on peut plus se passer, et on va, en tout cas, c'est une vraie tendance de fond. Je pense qu'on ne pourra plus se passer des retours sur investissement extra-financier. Mais par contre, nous, on souhaite investir dans des projets qui vont être rentables parce que, pour rappel, et c'est comme ça qu'on les différencie du monde plus de l'ESS ou de l'ISR, où on le rappelle, l'objectif, c'est que les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Et il faut qu'ils gagnent de l'argent, pas uniquement pour faire des profits et gagner plein d'argent à titre personnel, c'est qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent pour pouvoir le réinvestir. Sinon, ça ne fonctionne pas. Le modèle économique ne fonctionne pas. Et donc, ces investisseurs particuliers, c'est la grande difficulté des business angels à la base, c'est j'investis mon argent dans un certain nombre de dossiers, et malheureusement, comme c'est du capital, l'investissement est long, le retour sur investissement est long et peu liquide, eh bien, il faut récupérer de l'argent, sinon le cercle n'est plus vertueux. Donc, pour clôturer un peu sur la démarche, l'offre de SoWeFund, c'est de valoriser l'innovation positive. Et nous, notre objectif, on est convaincu que ces acteurs et que les startups sont des acteurs stratégiques qui permettent d'apporter des réponses aux problématiques sociales et environnementales. Et on en est convaincu. Et c'est pour ça qu'un de nos objectifs maintenant, c'est peut-être, nous, on pense que d'ici 2-3 ans, ce label Impact, il va sauter parce que toutes nos entreprises seront Impact. C'est simple, on ne pourra plus mettre des entreprises qui n'ont pas dans leur
finalement, quelque part, on ne parle pas forcément des sociétés à mission, hein, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. On parle vraiment de sociétés qui, si dans leur ADN, il n'y a pas un vrai… ou en tout cas, il y a des points qui nous paraissent ne plus prendre en compte ou ne pas prendre en compte suffisamment l'environnement, certaines problématiques sociétales ou sociales, on les accompagnera juste pas parce qu'on pense que ça ne fonctionnera pas auprès de notre communauté qui, elle aussi, n'a envie de financer que des dossiers qui ont du sens. Et donc là-dedans, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente déjà pas loin de 25% de nos financements. Et ça ne fait que grandir, en fait. L'année dernière, je crois que c'était 30 ou 40% de nos financements. Cette année, ce sera probablement 50% de nos financements et on va dépasser largement ce stade. Sachant qu'en plus, il y a impact et impact. Je veux bien que tu descendes la slide, Marianne. Mais du coup, on a des projets qui ont des projets impact qui peuvent avoir plus d'impact que d'autres, c'est-à-dire pouvoir répondre à encore plus de solutions. Nous, notre thèse d'investissement, pour essayer juste de vous donner des choses un peu précises, c'est que vous voyez cette nomenclature. C'est une nomenclature, c'est là-dessus qu'on avait basé notre modèle de label impact en 2018. On est content que beaucoup de fonds aient rejoint finalement ce mouvement, ce modèle. On ne s'est pas complètement trompé. On est parti parce qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation, de ressources pour établir un modèle de comment on va délivrer un label impact. Et donc, on s'est basé sur ces objectifs de développement durable des Nations Unies qui avaient défini ces 17 objectifs à atteindre d'ici 2030. Voyons, on y arrive quand même vite, 2030. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre chez nous à au moins un de ces objectifs. Si une entreprise ne répond pas à un de ces objectifs, il ne peut pas prétendre au label. Et idéalement, il faut qu'il puisse en prétendre à 2. Donc, voilà un petit peu, ça c'est nos premiers critères d'éligibilité pour le label. Ensuite, il y a le maintien des critères de sélection rigoureux, comme je vous disais, qui est le maintien de l'innovation sociale. Elle doit être portée par un plan de développement qui est ambitieux et qui permet d'atteindre une rentabilité. Sinon, on n'accompagne pas. Et enfin, il y a la mesure de l'impact qui va être quelque chose qui est pour moi le grand challenge de ces prochaines années, qui va être, c'est bien beau de valider un certain nombre de critères, de valider ce qu'on fait, et Pierrick en a bien parlé à la fin. Eux, ils ont mis en place justement le fait que si ça ne remplit pas les critères, on ne donne pas l'argent à l'association. Donc, ça permet de se donner un bonus et un challenge pour pouvoir justement suivre cette mesure, et c'est très bien. Mais cette mesure de l'impact, elle est très coûteuse, surtout quand vous investissez dans des dossiers de plus faible montant financier. Donc, suivre l'impact d'un projet qu'on a financé 10 ou 20 millions d'euros, ça va, mais c'est déjà un coût. Suivre l'impact d'un projet que vous avez financé 1 million d'euros, c'est compliqué. Si en plus vous financez un projet, je vous donne un exemple tout bête, vous financez un projet dont l'activité principale se trouve en Afrique, vous doutez bien que je ne vais pas partir tous les 2 mois ou 3 mois en Afrique vérifier ce qui est en train de se passer. Donc, je suis obligé, parce que je gagne, sinon le modèle économique ne fonctionne pas. Donc, on est obligé de mettre en place des modèles déjà de transparence avec les fondateurs, mais on est obligé de mettre en place des modèles pour la mesure de l'impact qui sont très difficiles. Et il y a plein de startups qui s'y mettent, qui permettent de faciliter tout ça, de digitaliser tout ça. Mais il y a d'autres choses qu'il faut valider. Et nous, la manière dont on se protège, une des manières aussi dont on se protège, c'est qu'on le met dans le pacte. Donc, pour avoir ce label impact, il y a des obligations de mesure de l'impact qui sont ajoutées, qui sont une clause qui est dédiée dans notre pacte d'actionnaires. Voilà un petit peu. Je crois qu'on arrive à la fin du temps qui m'est imparti. Si je devais prendre plusieurs exemples, vous avez beaucoup de startups qui ont été financées, de startups à impact qui ont été financées sur SoWeFund. Axioma, on est un bon exemple. C'est des biostimulants qui ont été financés 3 fois sur la plateforme qui a commencé chez nous. Il était valorisé 2 ou 3 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est une boîte qui est valorisée une trentaine de millions d'euros, qui est partie de rien et qui fait toujours pas énormément de chiffre d'affaires, mais c'est qu'elle a mis en place, et là, elle a obtenu toutes ses autorisations de mise en marché. Donc, c'est une grosse recherche et développement. Et que maintenant, depuis 2 ans, elle accélère très, très fortement parce que maintenant, elle délivre.
et surtout parce que maintenant, l'industrie, pareil, hein, par le biais de la régulation, par le biais d'un certain nombre d'effets, fait que eh bien, dans l'agriculture, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est obligé dans lesquelles on est obligé de s'aligner. Et typiquement, vous avez entendu parler du fait qu'on ne peut plus mettre, a priori plus, j'espère bientôt plus du tout, de Roundup, par exemple, pour désherber. Eh bien, Axioma répond à plein de sujets pour limiter les intrants chimiques dans nos céréales et différents plans de culture. Donc, il y a des modèles comme Axioma, il y a des modèles comme Uni que je vous ai présenté, mais Équateur dans le développement durable qui distribue principalement de l'énergie verte. Je regardais actuellement la plateforme et je vois justement qu'il y a un membre de Clubster NSL, c'est Prémédit qui développe une plateforme certifiée de médecine du sport. Donc, j'ai vu qu'elle avait un objectif de 600 000 € et que grâce à la plateforme, elle était financée à 94% actuellement. C'est ça. Bah, ça y est, elle a été financée, je crois. Hein, si je vais sur le site, si c'est Orange, c'est que ça a été financé. Donc, c'est clôturé, vous ne pouvez plus investir dedans. A priori, je vais voir. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est Orange, comme tu me dis. Et après, il me faut un identifiant pour en savoir plus. Donc, je vais vous dire, moi, je suis connecté. Ouais, c'est financé Prémédit. Prémédit, ça a été financé. Donc, vous voyez, elle a levé un peu plus de 500 000 €. Et donc, ça, c'était ses objectifs. En ce moment, sur la plateforme, vous avez des projets un peu de très, très impact. Vous avez Ethic, qui est la première plateforme de livraison éthique 100% végétarienne. Donc, c'est le Deliveroo, mais du végétarien. Et ils sont très, très, très ambitieux dans leur démarche. Et c'est un projet intéressant. Vous avez Futura Gaia, qui est vraiment, eux, c'est de la géoponie rotative. Donc, l'idée, c'est qu'ils créent des grandes fermes verticales et font ça dans des espèces de containers qui tournent et font des salades extraordinaires. C'est les fermes verticales. C'est l'avenir, hein, c'est à peu près sûr qu'on aura. On ne sait pas si ce sera 7 acteurs, mais c'est à peu près sûr qu'on aura ce type de procédé pour pouvoir délivrer notre population et répondre à la demande du marché. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien là sur la plateforme. Vous voyez, ça, typiquement, c'est un projet qui a un objectif de 5 millions d'euros. Donc, on est sur des projets qui sont plus matures. Ce n'est pas une question d'ambition, c'est vraiment en termes de besoins de financement qui sont plus matures, alors que Ethic, que je viens de vous présenter, est à un stade un peu plus avancé, un stade un peu plus précoce et va rechercher un petit peu moins d'1 million d'euros. Benjamin, je ne sais pas si tu avais vu Guillaume de Virtisense à 3 questions. Excellent. Désolé, Guillaume. Donc, les investissements via Sovifund sont-ils éligibles au crédit d'impôt, 18 ou 25%? Alors, ils sont éligibles au crédit d'impôt absolument tous. Quand ils ne le sont pas, il y a une petite étiquette qui disparaît. Donc, vous voyez sur les différents projets, vous voyez une petite étiquette. Si vous vous connectez sur Sovifund et que vous allez cliquer sur Startup, ce que je vous invite à faire, hein, c'est gratuit. Eh bien, vous verrez à quoi ils sont éligibles. Et donc là, ils sont tous en ce moment, tous ceux qui sont en cours de financement sont éligibles à l'IR 2022, sont éligibles au PEA également. Et 18 ou 25%, aujourd'hui, 25%, parce que l'Europe a validé, c'est toujours une question de réglementation, a validé le fait que ça passait bien à 25%. Donc, on est bon pour cette année. Sur l'ensemble des projets qui seront financés en 2022, là, chez Sovifund, on sera bien à 25%. Donc, si vous mettez 100 € demain dans une startup, vous pourrez en déduire 25 de vos impôts. Juste, excuse-moi Benjamin, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que aujourd'hui, il y a sur le marché, alors même si la situation actuelle des taux d'intérêt fait que ça se tend un petit peu, mais on a
beaucoup de cash en fait, hein. On a beaucoup de capacité d'investissement du marché généralement. Ce qui veut dire qu'en fait, les investisseurs vont regarder beaucoup de critères et vont être très attentifs aux cibles dans lesquelles ils investissent. Et pour les banques, c'est pareil. Je ne vais pas dire qu'on est pléthore de cash, mais on a connu des périodes plus compliquées quand même. On a connu des périodes beaucoup plus compliquées. Et donc en fait, ces critères-là, en fait, pour nous, ils sont encore plus importants qu'ils ne viennent pas contraindre. Vous voyez, il y a un élément d'économie derrière qui ne vient pas contraindre notre capacité à prêter et à prêter largement. Ce que je veux dire, c'est que, mais c'est également quelque chose que dans beaucoup d'entreprises qui sont chez NSL, par exemple, c'est dans l'activité même qui est à impact. Ce n'est pas des critères qui ont été ajoutés par-dessus. Et ça veut donc dire que les porteurs de projets ont à valoriser de façon très importante vis-à-vis des prêteurs et vis-à-vis des investisseurs le caractère impact de leur structure, aussi bien, et Benjamin le soulignait, et ça c'est vrai, que la réalité économique et la performance financière future attendue et de l'emprunteur ou de la structure qui a recours aux investisseurs. Et on le démontre aujourd'hui de plus en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'on démontre de plus en plus, que ce soit dans l'investissement capitaliste, mais dans le prêt, que ça fonctionne en fait, hein. Il y a vraiment, ça n'empêche pas une boîte, ce ne sont pas que des contraintes. Ces contraintes, elles ont des retombées extrêmement vertueuses. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est simple, si en tant qu'entreprise, vous n'avez pas dans votre ADN et dans votre mission, et peut-être dans votre mission d'origine, pris en compte ces problématiques, qu'elles soient environnementales, sociales, ou en tout cas pris en compte votre impact sur la société, vous avez peu de chances d'attirer les talents. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. C'est de plus en plus difficile pour une entreprise d'attirer des talents si l'entreprise elle-même et la vision de ses dirigeants ne mettent pas tout en place et tout en œuvre pour pouvoir répondre à ces problématiques et ces attentes. Et il y a vraiment un changement de prisme aujourd'hui. Quel coût pour une campagne SoWeFund pour la startup? Très bonne question. Alors, tout est transparent, hein, sur le site. C'est l'objectif des plateformes collaboratives. Mais pour répondre à la question, c'est en fonction du besoin de financement, ça va être entre 6 et 8% des montants levés en crowdfunding, donc en participatif. Donc, il va y avoir 3 formes de coûts pour l'entreprise. Il va y avoir un coût de setup alors chez nous, par rapport aux besoins de financement, qui va être autour de 5 000 € et qui va prendre en charge la mise en ligne du projet et la réalisation de la vidéo de pitch qui va être mis en place. Ensuite, vous avez ce fameux success fee qui va être mis en place en fonction des montants qui vont être levés. Donc, on est principalement rémunéré au succès. Et après, vous avez un petit coût administratif sur s'il y a une holding. Quand on crée une holding pour rassembler l'ensemble des investisseurs, eh bien, ça a un coût. Et nous, on a industrialisé ce process, hein, on gère 60 holdings, mais ça a néanmoins un coût annuel qui va être autour des 2 ou 3 000 € annuels pour la société qui lève de l'argent. Donc voilà, pour répondre à la question précise. Et puis, je vais répondre du côté des investisseurs. Du côté des investisseurs, quand ils rentrent dans une holding, ils ont juste des frais de paiement qui sont de l'ordre de 1,5%. Et nous, on est intéressé à leur succès. Donc, on va prendre un carry interest comme un fonds. On va gagner de l'argent que si l'investisseur gagne de l'argent. Encore une fois, l'idée est d'aligner les intérêts là-dessus, qui est de 19,5%. Et sur les plus-values, hein, donc réalisées. Et ensuite, si vous investissez en direct des montants plus significatifs, alors là, vous avez 3,5% de frais de sourcing qu'on va vous imputer, puisqu'on ne peut pas mettre en place le modèle de carry interest. Donc là, on facture juste des frais de sourcing en tant qu'investisseur, et ils sont en plus de l'investissement. C'est-à-dire que la personne met 100 000, elle mettra 103 500 parce qu'elle est obligée on ne veut pas réduire en fait l'investissement qui va être porté dans l'entreprise. On le fait en sus. Il y a beaucoup de fonds où voilà, il faut savoir, voilà, ça peut paraître important sur le upfront et le coût de l'argent. Alors déjà, le coût de l'argent à ce stade de financement est plus élevé. Moins il y a de l'argent levé, plus ça coûte cher, hein. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la nouveauté et le modèle qui est intéressant, que vous ne voyez pas peut-être en tant qu'entreprise au début, c'est qu'à la différence d'un fonds d'investissement,
dont le modèle en tant que société de gestion est de facturer des frais de gestion annuellement. À des frais de gestion annuellement, ça peut représenter jusqu'à 24% de l'argent que vous avez mis dans le fonds. Vous mettez 100, vous n'avez plus que 75, 76 qui vont rester et qui vont vraiment servir et qui vont être investis. Quand nous, on peut dire qu'on en aura pris peut-être une dizaine de pourcents cumulés, mais ce sera le maximum. Et donc, c'est ça qui est intéressant de savoir et de voir que c'est déjà énorme en termes d'innovation et de coût de l'argent. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, juste pour revenir sur ce que disait Benjamin également, c'est que, en tout cas pour nous, en fait, quand on prête via un prêt impact, on prête pas plus cher pour pouvoir nous permettre de rétrocéder 0,10. C'est des conditions, on fait les mêmes conditions et c'est d'un commun accord entre l'emprunteur et la structure associative et nous, en fait, on reverse et on prend sur de l'intérêt qu'on n'aurait pas touché, quoi, enfin qu'on ne va pas toucher. Mais je dirais que ça correspond aussi, je le disais dans les présentations, hein, à un environnement qui est en forte évolution et je suis intimement persuadé que l'année prochaine, mais dans les mois qui viennent, on aura d'autres solutions de ce type-là. Vraiment, voilà. Et il y a un point que Benjamin a soulevé que je trouve très intéressant, c'est dans le crowdfunding est aussi un moyen de fidéliser un certain nombre de clients, ça, tu l'as dit, c'est très intéressant, et aussi de partager quelque chose. Et les projets à impact ont d'autant plus de facilité en tout cas c'est mon sentiment, de facilité et de pertinence à être partagé au plus grand nombre. Je rebondis, je vois qu'il y a d'autres questions de Guillaume. Il y avait le taux de succès. Peut-être sur les questions sur Espaciel. En tout cas, si vous êtes OK, je vous mets en relation suite au webinaire. Comme oui, ça, je voyais qu'il y avait le taux de succès qui avait été posé comme question. 24% n'ont pas atteint, du coup, mathématiquement, n'ont pas atteint le montant minimum ou zéro de financement. Il y a 3 raisons à un échec, entre guillemets, d'une campagne. Et c'est important de rappeler aussi des échecs de campagne. Déjà, les principaux échecs d'une campagne de financement participatif quand vous êtes une start-up, c'est parce que, j'ai envie de dire, généralement, c'est que vous n'avez pas beaucoup bossé. C'est que la campagne en tant que telle, il y a 3 moyens de lever de l'argent sur une plateforme de financement participatif. La première, c'est auprès de notre communauté aujourd'hui, par exemple, c'est chez SoWeFund de 90 000 membres. La deuxième, c'est auprès de la communauté de la société. Donc, vraiment, la communauté de l'entreprise, ses clients, ses prestataires et autres. Et la troisième, c'est la communication qui va être réalisée de par la campagne. Parce qu'une campagne de financement participatif, c'est un peu comme une mini IPO. C'est de l'offre publique de titres financiers. Et pendant 60 jours chez nous, renouvelables, eh bien, on va être public et pouvoir communiquer sur le fait qu'on recherche de l'argent. Ce qui n'est pas possible, en fait, si vous ne faites pas appel à un acteur comme nous. Et ça, ça peut fonctionner. Alors, quand par exemple l'entreprise ne trouve pas suffisamment, ne fait pas suffisamment écho à notre communauté, elle a plus de difficultés à lever de l'argent, mais elle peut de temps en temps le trouver au travers de sa propre communauté ou de la communication qui est faite. Mais vous voyez, à un moment donné, il y a toujours des axes qu'on est obligé de travailler. Et si l'entrepreneur n'est pas prêt à faire campagne, alors il ne faut pas faire une campagne de financement participatif parce que c'est du boulot. Et je pense que vous le savez déjà quand vous avez préparé des Ulule, des KissKiss ou autres, il y a un travail. Alors, ce n'est pas la même chose parce que nous, l'argent, c'est plus de 50% de l'argent, même plus que ça, surtout sur des montants significatifs, vient vraiment d'investisseurs étrangers à la société cible. Ce n'est pas vos amis et votre famille. On ne fait pas de love money là-dessus. Mais il peut venir quand même du réseau proche ou éloigné de l'entrepreneur. Et ça, c'est important. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, les raisons d'échec, c'est des projets n'ont pas atteint l'objectif. Ça veut dire que moi, réglementairement, je fais une analyse et c'est très simple. Quand on fait une analyse avec l'entreprise, elle me dit j'ai un besoin de financement de 500 000. Et si je schématise un peu, je vais lui dire OK, c'est quoi le besoin de financement minimum que tu as besoin dans le cadre de cette opération? Et est-ce qu'il est cohérent? Moi, je ne peux pas faire ce que je viens de vous promettre de faire potentiellement avec moins de 400 000 euros.
parce que je peux retirer un petit peu de com, un peu de ça, mais en dessous de 400 000 euros, ce n'est pas sérieux, c'est pas valide. Et nous, on valide et on valide ou non cette proposition et on dit, OK, on pense qu'à 400 000 euros, en effet, tu peux faire la chose. Donc, ça va être l'investissement minimum que tu vas pouvoir avoir sur la plateforme. L'objectif, c'est 500 000 euros et l'objectif maximum que tu peux avoir, c'est du type 700 000 euros pour ne pas te faire trop diluer. Eh bien, si l'entreprise atteint 350 000 euros, malheureusement, je ne peux pas lui donner l'argent réglementairement. Donc, je ne peux pas lui donner l'argent et je suis obligé d'annuler la campagne. Et ça arrive. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas lui donner l'argent, c'est qu'il n'a pas atteint son objectif minimum. Mais quand vous voyez qu'une entreprise a été financée à moins de 100%, c'est qu'elle a dépassé son objectif minimum et qu'elle n'a pas atteint l'objectif que nous, on s'était fixé à 6% près quand on prenait l'exemple tout à l'heure. Mais c'est quand même une grande réussite puisqu'elle a levé son argent. Et si on a décidé de clôturer, c'est que c'était bon pour nous. Et pour lui, donc l'idée, c'est, voilà, ça a atteint ses objectifs, ça a largement rempli son objectif minimum, mais ça n'a pas atteint son objectif principal. Et de temps en temps, c'est sursouscrit parce qu'il y a trop d'investissements, il y a plus d'investisseurs que l'objectif qui avait été prévu initialement. Et ce n'est pas marketing, on n'est pas en mode, justement, comme le font beaucoup d'autres, c'est vraiment, on a toujours mis un objectif et on l'a bien dépassé. Donc, du coup, il y a ces raisons-là, mais il y a aussi des raisons des fois qui sont plus rares, mais qui sont aussi belles, c'est qu'il y a une ou deux startups chez nous qui viennent casser nos taux de succès, qui ont vendu en même temps qu'ils faisaient leur campagne de financement. Parce qu'ils ont été très visibles, etc. Du coup, c'est un échec, ça rentre dans nos statuts d'échec de campagne, puisqu'ils n'ont pas terminé, mais c'est plutôt un grand succès pour eux, et nous, on s'y retrouve en tant que plateforme, puisqu'on est protégé. Et donc, il y a ce genre de sujet. Et puis après, la question, c'est est-ce que du coup, ils font zéro ? En tout cas, du coup, ils ne font pas zéro, parce que souvent, les acteurs, les entrepreneurs cherchent de l'argent en parallèle, à côté, par exemple auprès de fonds d'investissement, et donc peuvent trouver auprès de fonds d'investissement sans trouver à nos côtés. Et de temps en temps, oui, malheureusement, le projet, il n'est plus viable sans notre apport et sans les financements. Et ça nous est arrivé de voir, mais c'est rare, généralement, ils trouvent des solutions alternatives, peut-être des moins gros financements, etc. Mais ça arrive que des plateformes, des projets soient carrément arrêtés ou cédés à la casse. Voilà. Donc ça, c'est… voilà. Après, je ne rentre pas dans les débats d'analyse, en effet, sur les dossiers. Et je suis bien désolé que vous n'ayez pas eu votre crédit d'impôt, mais vous auriez pu y prétendre. Donc voilà, je vous invite à appeler notre support pour pouvoir valider ça. Et normalement, vous pouvez faire un rescrit et essayer de faire un report d'imposition sur votre prochaine déclaration si elle n'est pas déjà faite. Donc vous pouvez y remplir. Et puis, je vous laisse challenger l'entrepreneur en ce qui concerne Ethic. Et s'il va quand même en remplir, c'est beaucoup ça va être le sujet d'abord, ça va être le sujet bas carbone de toute l'alimentation qui est proposée dans le végétal. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat carnivore, végétarien et végétalien, parce que sinon, je pense que c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour clôturer ce webinaire ? En tout cas, si vous n'en avez pas maintenant, je vous envoie cet après-midi le replay ainsi que les coordonnées de nos deux intervenants. Donc, il est 11h57, c'est parfait. Le webinaire a tenu 1 heure et il était très riche, très intéressant. Donc, merci à Pierrick, merci à Benjamin. Merci. Vous pouvez découvrir nos prochains événements sur notre site Clubster NSL. Je viens de vous mettre le lien vers l'agenda. 2 événements forts, un réservé aux membres Clubster NSL, c'est le barbecue du 1er juillet, donc qui est gratuit et offert à nos membres. Et essentiel. Comment ? Essentiel. Essentiel. Ouais, essentiel. Et il fera beau, normalement, parce qu'à chaque fois qu'on fait un événement comme ça, il fait beau. C'est Jean-Claude qui le dit. Et un autre événement donc, qui, lui, est ouvert à tous, membres ou non membres, c'est justement la prochaine soirée Investinov qui se tiendra le mercredi 8 juin. Et d'ailleurs, nous avions 2 invités présents qui étaient Colin Despures et Guillaume de Virtisense qui avaient d'ailleurs pitché leur projet. Donc, si vous voulez découvrir d'autres projets innovants, vous pouvez venir le mercredi 8 juin. Je vous remercie en tout cas pour votre participation.
Merci d'avoir été aussi nombreux. Je vous souhaite un bon appétit et on se voit aux prochains événements. Merci à tous. Merci, Maria. au revoir. Merci à tous. Merci. Merci à nos intervenants qui Merci. étaient particulièrement brillants et clairs dans leurs exposés, j'ai trouvé. Très bien. Merci Jean-Claude. Merci Super. beaucoup. Merci. Bon appétit, merci à tous. Bon appétit à tous.